Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à participer à cette journée. Je suis très heureux et très honoré de pouvoir avoir l'occasion de vous expliquer ce qu'on fait en France et à l'INRS en particulier dans le domaine de la réduction du risque chimique. Bon, donc, comme l'exposé général, c'était pas évident de la manière de l'organiser. Finalement, je me suis basé sur l'organisation autour de la démarche générale de prévention du risque chimique, qui est qui est très codifiée. Et donc, les mesures appliquées sont dans un ordre bien fixé, hiérarchique. La première chose à faire, donc, quand on est en présence d'un risque chimique et biologique, c'est de substituer, c'est-à-dire remplacer les produits par d'autres qui sont moins dangereux. Si après avoir réussi de manière plus ou moins heureuse, il reste un risque, on a une deuxième arme qui est de modifier le procédé de manière à réduire les émissions. Ensuite, si c'est toujours pas bon ou s'il y a des améliorations possibles, donc on fait le captage à la source. La ventilation, à mon sens, intervient déjà au niveau de la modification des procédés, parce que si on veut concevoir une ventilation correctement, il faut qu'on ait une bonne maîtrise du procédé, donc qu'on puisse évaluer l'émission du procédé pour voir ce qu'il faut capter et après être capable d'évaluer l'efficacité du captage à la source. La dernière chose à faire, donc, c'est de mettre en place une ventilation générale pour diluer ou capter la pollution résiduelle qui n'aurait pas été captée par les étapes précédentes. Bien sûr, il y a les mesures organisationnelles que je n'ai pas mentionnées, mais en termes de prévention technique, restent ensuite les équipements de protection individuelle, dont je ne parlerai pas non plus. Alors, substituer des produits dangereux par d'autres qui le sont moins. Donc, sur la partie substitution, je vais être très rapide parce que je ne suis pas chimiste. Donc, je ne vais pas m'aventurer dans des choses que je ne maîtrise pas toujours très bien. Mais dans la substitution, disons, il y a deux exemples qui sont connus et qui concernent, par exemple, le styrène. Donc, vous savez que lors de la fabrication des produits en résine qui contiennent du styrène, par exemple, fabrication de bateaux, de piscines, cette opération industrielle, en général, comporte trois phases. Il y a une première phase qui est une phase d'application de la résine, une deuxième phase qui est l'ébulage, donc quand l'ébulage est manuel, et puis une troisième phase qui est la polymérisation où on ne fait rien. La phase la plus émissive, donc c'est l'application et puis l'ébulage. Et donc c'est durant ces phases-là que le maximum de styrène va être émis. Et donc une des idées, c'est de remplacer les résines par des résines avec du styrène à basse émission ou à basse concentration. Alors ça marche relativement bien, sauf dans certains cas où des problèmes de structure des matières réduisent l'utilisation de cette substitution. Alors il y a un deuxième exemple, c'est l'exemple des phtalates. Et c'est un exemple qu'on citait parce que les phtalates sont souvent utilisés comme des plastifiants dans le PVC. Et le DEHP, en fait, c'est un reprotoxique de catégorie 1B. Il a été substitué avec succès par le DINP ou le DIDP. Il faut faire attention parce que dans certains cas, on peut remplacer un produit par un autre qui, au moment où on le découvre, n'est pas dangereux parce qu'on a moins de connaissances sur sa toxicologie. Et puis, il peut s'avérer qu'après, on découvre qu'il est aussi toxique que le produit initial. Donc c'est l'exemple que je vous donne là avec le DIBP. Je vais passer maintenant à l'étude des émissions, en fait, de l'optimisation du procédé pour réduire les émissions. Alors je vais vous prendre un exemple qui concerne les poussières de bois, un des polluants qui pose encore problème aujourd'hui en France, et donc pour lequel on a deux types d'opérations qui nous posent problème, qui sont situées à l'extrême les unes des autres. Donc on a des grosses machines d'usinage, 5 axes, qui sont des machines de grande dimension pour lesquelles on a du mal à capter les poussières. Et à l'opposé, on a des machines portatives, là aussi, pour lesquelles on a du mal à capter les poussières. Donc on sait que les poussières de bois peuvent induire des pathologies respiratoires et cutanées. Le dépôt répété de poussières de bois, les plus grosses, dans les voies respiratoires supérieures peut être à l'origine de cancers de cavité nasale, notamment le cancer de l'ethmoïde. Et les plus fines peuvent parvenir jusqu'aux alvéoles pulmonaires et peuvent aussi provoquer des allergies. Alors en France, la population exposée est de 300 000 salariés. Et en fait, c'est la deuxième cause de cancer professionnel en France, loin derrière l'amiante, mais enfin, c'est quand même
deuxième cause de cancer professionnel, avec une constante d'à peu près une centaine de maladies professionnelles qui sont reconnues par an, dont 70 cancers de l'ethmoïde. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux. En Europe, on a une réglementation européenne, donc une directive concernant la protection des salariés vis-à-vis des produits cancérogènes. Et à ce titre, il y a une valeur limite d'exposition professionnelle qui est fixée pour le bois, qui est de 5 mg m3, fraction inhalable. Et les procédés faisant intervenir les poussières de bois sont considérés comme des procédés cancérogènes. En France, on a une valeur limite d'exposition aux poussières de bois qui est de 1 mg m3. Et les poussières de bois sont aussi considérées, donc, travail du bois comme travail de produits cancérogènes. Voilà, donc ça c'est du point de vue réglementaire. Alors je vais vous montrer, disons, une démarche qu'on est en train de tester pour la réduction des émissions. Donc en fait ça concerne ces machines d'usinage que vous voyez là, qui sont des grandes machines utilisées parfois pour faire des charpentes ou autres grosses pièces en bois. Ce sont des machines qui tournent très vite, qui ont des poussières qui sont difficiles à capter. Donc je vais vous montrer d'autres photos de ces machines. Donc là il y a l'outil qui tourne, enfin il y a la machine sur laquelle on va poser l'outil qui tourne très vite. Et l'idée est la suivante, c'est d'insérer en fait entre la machine et puis l'outil un porte-outil qui a une forme un peu d'hélice, enfin de ventilateur on va dire, et qui va provoquer par effet Venturi une dépression. Et donc cette dépression va faire que les poussières, à l'endroit où elles sont produites, vont être aspirées et conduites vers le tuyau d'aspiration qui se trouve au-dessus. Alors il y a donc ça c'est le premier prototype qu'on avait testé. Aujourd'hui il y en a un autre qui a l'air un peu plus abouti, notamment sur le plan aérodynamique. Bon alors je vais vous faire une petite démonstration de l'effet de ces outils sur les émissions de poussière. Donc ça c'est la machine telle qu'elle fonctionne. Donc là on est loin du milligramme mètre cube, on n'est pas très heureux. Et vous voyez que c'est pas facile à capter. Bon. Alors l'idée donc c'est de vous montrer la même machine fonctionnant avec le porte-outil aspirant. Donc on voit que bon, c'est déjà plus intéressant et on va voir qu'il y a, voilà, en bout de course il reste une émission mais qui est infiniment moins grande que ce qui a été vu précédemment. Voilà. Bon, donc ceci est encore sous forme de prototype parce que génère encore un certain nombre de problèmes. Donc d'une part, il peut avoir des problèmes de bruit. Et en deuxième lieu, il y a aussi un problème d'échauffement il peut avoir un problème d'échauffement de l'axe, puisque toutes les poussières remontent à grande vitesse le long de l'axe et peuvent éventuellement, dans certains cas, produire une rupture. Donc là, c'est en test. Et le numéro 2, donc le prototype numéro 2, va être testé prochainement. Vous voyez, donc ça c'est vraiment l'idée de travailler au niveau de la source et de réduire à la source. Alors l'autre exemple, en fait, ça concerne donc des machines qui sont toutes petites, des machines portatives que vous connaissez probablement tous, hein, puisque vous avez certains, les plus bricoleurs d'entre vous, les ont peut-être utilisées chez eux. Donc on avait fait une étude qui a été publiée il y a quelques années concernant ces machines électroportatives, ponceuse orbitale, scie circulaire, défonceuse. Et ce qu'on avait vu à l'époque n'était pas très brillant, à savoir que donc, ce sont des machines de menuiserie qui sont les plus émissives. Le système de captage de poussière est dans la plupart des cas non dimensionné correctement, très fragile, elle génère beaucoup de bruit, il y a énormément, enfin elle produit aussi beaucoup de pertes de charge et surtout il n'y a aucune information sur l'émission de poussière de ces machines. Donc le chef d'entreprise qui veut obtenir une machine la moins polluante possible, il ne sait pas trop comment faire parce qu'il n'y a pas d'étiquetage. Donc d'où l'idée d'essayer de faire progresser ce dossier. Donc c'est aussi une demande qui nous a été faite par le ministère du Travail. Donc l'idée c'est de mettre au point une technique d'évaluation des émissions de ces machines pour pouvoir ensuite espérer que cette méthode puisse être normalisée et finalement aboutir à un étiquetage des machines en fonction de leurs émissions. Donc c'est une étude qui est menée actuellement donc, par un des collègues, François-Xavier Keller. Donc l'idée de cette étude, c'est de fixer un code, on va dire, pour déterminer les caractéristiques aéroliques de la machine, à savoir débit d'aspiration, perte de charge, caractériser l'émission, donc être capable de dire la quantité de poussière émise par la machine, et puis pour pouvoir faire ça, donc étudier la stabilité de la méthode par rapport à un certain nombre de paramètres, donc paramètres du banc d'essai, paramètres de la machine, système de captage, matériaux, etc.
Donc le banc d'essai en question, le voilà. Donc il s'agit d'une cabine à ventilation horizontale. Donc le flux horizontal ramène les poussières depuis l'émission de la machine jusque vers l'arrière, donc où se trouvent les capteurs. La machine est posée sur un robot de manière à pouvoir reproduire de manière répétitive, disons, les différents tests et donc faire toutes les variations paramétriques sans qu'on ait des problèmes de répétabilité trop importants. Donc là, vous avez le groupe d'aspiration, puisque donc, sur ces machines qui sont des machines à forte perte de charge, on doit émettre des groupes d'aspiration haute dépression. Les capteurs qu'on a au fond, donc on a mis un certain nombre de capteurs au fond. Là, vous avez le conduit d'aspiration de la cabine, dans lequel il y a aussi un capteur, donc, qui sont des capteurs de mesure gravimétrique instantanée, donc le TEOM, ou l'APS ou le photomètre, pour explorer donc, les poussières émises par ces machines. Alors, les premiers résultats en termes de machines ABCD, je vous ai mis en fonction du débit d'aspiration, donc qui est en abscisse, la concentration des poussières reçues sur les différents capteurs. Alors il y a une ligne là qui est intéressante, c'est la ligne 0,1, donc 100 microgrammes. Alors vous voyez que par rapport à cette ligne, il y a un certain nombre de machines qui sont en dessous, bien en dessous, quel que soit même le débit d'aspiration. Il y en a d'autres qui sont carrément dessus, et puis il y en a qui sont intermédiaires. Donc l'idée c'est de ne pas les étiqueter en fonction de paramètres trop détaillés, mais de pouvoir les étiqueter sous forme ABCD, par exemple, comme on le fait pour les consommations énergétiques des certains équipements électroménagers. De manière à ce que, à partir de cet étiquetage, le chef d'entreprise puisse, en fonction de son analyse de risque, s'il l'utilise fréquemment ou pas, choisir la machine qui convient. Alors on a aussi pu caractériser la perte de charge en fonction des débits, etc. Je n'entre pas dans tous les détails. Donc en conclusion, les capteurs donc, répondent avec le même ordre de grandeur. La position des capteurs a évidemment une influence importante sur la caractérisation de la machine. Les paramètres de ponçage, la pression appliquée, la vitesse de travail, les mouvements de l'opérateur influent sur la quantité de poussière émise. Ces travaux-là sont en cours de transfert vers les instances de normalisation, donc Sénélec et éventuellement ISO, parce qu'il y a beaucoup de fabricants qui ne sont pas européens. Les fabricants de machines sont conscients quand même, deviennent conscients du problème des émissions de poussière de leur matériel. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà, donc un autre exemple du captage à la source, c'est le soudage à l'arc. Alors ça, c'est vous allez me dire que c'est un problème qui n'est pas nouveau. Bon, il se fait qu'on a eu envie de renouveler quand même un certain nombre de connaissances à ce sujet. En France, il y a plus de 60 000 soudeurs. Les techniques de soudage à l'arc sont très émissives. Bon, les fumées donc, contiennent une phase particulière avec métaux, oxyde des métaux, phase gazeuse. Les fumées de soudage ont été déclarées cancérogènes par le CIRC, à l'origine d'asthme professionnel, éventuellement de lésions cérébrales. Les moyens de protection collective à mettre en œuvre ne sont pas simples. Et aujourd'hui, quand on regarde dans les bases de données, on a toujours des expositions assez élevées, même en présence de dispositifs de captage. Et donc, la solution traditionnellement proposée pour le soudage avec gaz protecteur, c'est d'utiliser une torche aspirante. Donc le principe de la torche, vous avez donc le fil de soudage, le gaz protecteur qui est en rouge, les fumées qui sont générées sont aspirées par la buse qui se trouve un peu au-dessus. Et il existe différents types de buses sur le marché. L'étude qu'on avait faite auparavant préconisait un débit d'aspiration de l'ordre de 100 m3. Le protocole de mesure n'était pas des plus détaillés. Bon, maintenant, ça a été établi il y a 30 ans. Est-ce que cette prescription est encore utile, ou encore pertinente aujourd'hui, 30 ans après, avec les matériels qui ont évolué? Il y a une difficulté réelle à établir l'efficacité des torches sur le terrain. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'il y a une faible acceptation de la torche avec captage intégré pour diverses raisons. Donc, faible efficacité, estimée donc avoir une faible efficacité, des problèmes d'ergonomie, dans certains cas des problèmes de qualité de soudure, enfin vous devez connaître ça. D'où l'idée de cette étude INRS pour refaire le point, connaître les performances des matériels présents sur le marché, actualiser les connaissances, mettre au point des protocoles d'analyse plus précis. Et aussi, parce que nous, souvent, on travaille avec les normes européennes. Donc, on avait une norme européenne qui se préparait sur les torches. On voulait avoir de la matière pertinente pour alimenter cette norme.
et puis finalement faire évoluer le matériel avec les fabricants. Alors, donc, première chose, donc on a réalisé un banc pour mesurer l'efficacité. Donc je vous ai dit, il y a toujours une phase importante, c'est évaluer l'émission avant même de faire le captage, donc évaluer l'émission. Alors l'émission et donc l'efficacité de la torche est évaluée sur base de 2 opérations successives, une opération de soudage avec et sans captage. On mesure la fraction qui est non captée et par différence on a l'efficacité de captage. Donc voilà, donc ça c'est, on fait l'opération de soudage sans captage, avec captage, on a 2 signaux, et puis par soustraction on a une efficacité de captage de la torche de soudage. Voilà le banc d'essai qui permet de faire des opérations de soudage automatisées. Et puis là, vous avez sur le banc de soudage une hotte qui va réceptionner les fumées non captées. Donc cette installation permet de faire toute une étude paramétrique en fonction du modèle de torche, des débits extraits, de l'angle de soudage, du diamètre de fil, etc. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Alors, je vais vous parler, bon, pas de manière exhaustive de toute cette étude, mais des problèmes d'aérolique, parce qu'il me semble intéressant et simple. La première chose qu'on a faite, c'est de mesurer de manière précise le débit en amont et en aval. C'est-à-dire, vous avez la torche qui est là, et donc on a un système de mesure de débit par Venturi. Alors, suivant qu'on mesure le débit en amont ou en aval, on ne trouve pas la même chose. On a donc un débit de fuite. Ces fuites sont pour origine de nombreuses articulations qu'il peut avoir dans la torche. Ce qui fait que déjà, quand on parle de 100 mètres cubeurs, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, puisqu'on peut être très bien à 70, soit 95. Si la torche est résistante, au plus la torche sera résistante, donc au plus elle va créer de perte des charges, au plus ce taux de fuite sera important. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on parle de débit. Est-ce que c'est un paramètre pertinent? Alors les fabricants vont vous dire oui, mais moi, bon, vous avez là une torche 100 mètres cubeurs, mais vous voyez, l'ouïe est très loin de la torche. En plus, moi, j'ai une torche qui a des ouïes hyper aérodynamiques, donc je vais pouvoir faire mieux avec beaucoup moins. Donc là, il fallait essayer de démystifier un peu, disons, toutes ces théories. Donc là, ce qu'on a fait, c'est une étude toute simple, c'est de se dire, bon, finalement, quand on a un problème de captage, ce qui compte, c'est pas trop le débit, c'est la vitesse de captage au point d'émission. C'est ça la théorie de base. Hein. Il faut que la vitesse de captage au point d'émission soit suffisante, en général de l'ordre de 0,5 mètres par seconde. Donc on a essayé de déterminer la vitesse d'émission en fonction de ces différentes géométries. Bon, en fait, c'est tout simple, puisque si on a un tuyau avec une aspiration, on a des isovitesses qui sont relativement sphériques, et on peut utiliser tout bêtement la relation de base de conservation des flux pour dire que la vitesse, c'est simplement le débit divisé par 4pi L carré, où L, c'est la distance entre les ouïes et puis le point de soudage. Alors quand vous faites ça, vous pouvez tout rassembler les torches sur une belle courbe, hein, vitesse mesurée, vitesse calculée suivant cette technique-là, et vous voyez que leurs ouïes sophistiquées, etc., bon, c'est quand même un peu de l'intox, dans la mesure où finalement elles donnent toutes les mêmes vitesses de captage, et donc c'est le paramètre intéressant, vitesse de captage. Bon, alors oui, mais c'est peut-être intéressant, mais vitesse de captage, quelle est la relation avec l'efficacité? Et donc là on voit que effectivement quand on met l'efficacité en fonction de la vitesse, on retrouve une belle courbe avec toutes les torches qui se mettent sur cette courbe, et c'est donc une variable explicative intéressante. On peut après voir aussi l'influence de l'angle de soudage, parce que ça aussi c'est important. Si l'angle de soudage est vertical, bon, c'est la situation la plus favorable, puisque là, le panache d'air chaud qui est généré par le soudage va être capté directement par la torche qui est juste au-dessus. Et donc là, on verra que même si on descend ces petites carrés mauves, si on descend en vitesse, on a encore une efficacité de captage importante. Par contre, si j'ai un angle de soudage, je vais avoir 2 effets. Bon, d'une part, la torche de soudage ne sera plus au-dessus du panache, donc elle va moins bien capter le panache, forcément. Et en plus, le gaz protecteur va avoir un effet de déviation par rapport au panache, qui va me pénaliser une seconde fois. Donc on voit que ça, en fait,
l'efficacité de captage décroît très vite avec l'angle de soudage. Voilà, donc ça c'était pour illustrer un deuxième exemple de captage à la source. Autre point qui est intéressant, donc là que j'ai un peu abordé déjà dans ce qui précède, c'est qu'on a énormément de sources industrielles qui sont des sources thermiques et qui sont aussi des sources de polluants, qui sont souvent de grandes dimensions, que ce soit de la galvanisation, des postes de galvanisation de lampadaires, du poudrage de pièces qui ont été préchauffées, du fabrication de papier crépon ou extrusion de gonflage. Dans tous les cas, on est face à des procédés qui génèrent de la chaleur et du polluant. La chaleur va avoir un effet dynamique sur le polluant, c'est elle qui va essentiellement guider le polluant. Et donc, si on veut faire une ventilation intéressante, il faut connaître convenablement les panaches. Donc je vais vous présenter vite fait une étude qu'on a réalisée sur le panache pour expliquer le phénomène. Donc si on prend une pièce avec par exemple alimentation en air neuf, en air frais on va dire, à travers un sol perforé, reprise par rapport à un plafond perforé, source chaude, ce qui va se passer c'est que la source chaude va générer un panache d'air qui va aller en s'épanouissant. Et si le débit d'air introduit et QV, donc Q de ventilation, je vais voir que le panache va se développer et va s'alimenter avec l'air qui est fourni dans la pièce jusqu'à une certaine hauteur. Une fois que le débit d'air entraîné par les panaches aura rattrapé le QV, il pourra plus se développer, il pourra plus s'épanouir parce qu'il n'y a plus rien pour se nourrir. Et donc à partir de là, il y aura de la recirculation. Donc je vais avoir une zone là, qu'on appelle parfois thermocline, en dessous de laquelle on a un air qui est relativement propre, qui est essentiellement l'air qui vient de l'extérieur, sauf dans la zone proche du panache. Donc ça, c'est une idée qui est utilisée, par exemple, pour faire de la ventilation par déplacement d'air. C'est ce qu'on fait. On essaie de mettre la thermocline au-dessus des voies respiratoires des salariés. Donc, intérêt de connaître la fonction qui décrit le débit du panache en fonction de la hauteur et puis en fonction du tube de source. Donc, c'est ce qui a été fait dans cette étude, caractérisation des sources thermiques, et pour un certain nombre de sources thermiques finies, donner les caractéristiques du panache en fonction de la géométrie de la source. Et donc retrouver le débit, le rayon, la température, distribution de température et de vitesse. Donc ceci pour fournir des outils simplifiés de conception des systèmes de captage ou de ventilation générale. L'installation qui nous a permis de faire ça, donc elle est basée sur le même principe que ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Elle est au-dessus des sources thermiques, donc on a une matrice de capteurs avec 64 thermocoupes, 16 anémomètres thermiques, qui vont nous permettre d'explorer tout ce champ thermique et dynamique au-dessus de la source pour pouvoir justement en déterminer les caractéristiques. Donc voilà en réalité comment ça se présente, cette antenne de capteur. Les sources élémentaires traitées, donc vous avez classiquement les sources ponctuelles, donc ce sont celles qu'on utilise en général dans les formules simplifiées, les sources linéiques. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, on n'a ni l'un ni l'autre. Quand on est sur le terrain, on a soit des sources qui sont des disques, on a des rectangles de rapport longueur sur largeur différentes, des cylindres, etc. Donc comment, dans ce cas-là, fait-on pour dimensionner? Donc voilà les sources. Bon, ce qu'on a fait là, on s'est dit, donc je ne vais pas entrer dans le détail de la formule, simplement pour vous dire que dans ce cas-là, on ne suppose pas qu'on a un panache qui est circulaire, mais on va le prendre elliptique pour pouvoir rendre compte de la géométrie de la source. Et donc, voilà ce que ça donne à différentes hauteurs, les isothermes, différentes hauteurs en fonction de la forme de la source. Vous voyez que dans tous les cas, lorsqu'on s'éloigne suffisamment de la source, les isothermes deviennent de plus en plus circulaires, elles oublient leur origine. Et donc, finalement, on arrive aux formules qui nous intéressent, c'est-à-dire de calculer ces débits en fonction de la hauteur par rapport à la source. Alors, je vais vous donner une application qui est une application qui est intéressante. Donc, c'est l'application de fabrication des tonneaux. On a une activité qui est assez importante en France, fabrication des tonneaux pour le vin. On en exporte aussi pas mal d'ailleurs, des tonneaux. Et donc, cette opération-là, c'est une opération qui est très artisanale. Et donc, les douelles, qui sont les planches qui sont préparées à l'avance, découpées, etc., elles doivent être cintrées pour avoir la forme du tonneau. Le cintrage se fait à chaud. C'est-à-dire qu'au fond du tonneau, là, il y a toujours un foyer qui est alimenté en général en sciure ou en déchets de bois, qui va servir à chauffer l'intérieur du tonneau et aussi à procurer le tanin au bois et après qui va être transféré au vin. Donc les gens qui viennent acheter des tonneaux, en général, ils hument les tonneaux pendant 10 minutes pour savoir si ça correspond à ce qu'ils recherchent pour leur exploitation vinicole.
Évidemment, il y a un problème malgré tout d'hygiène du travail, c'est qu'on a un problème de combustion de bois, donc génération de HAP, et des mesures de nos collègues chimistes montraient qu'il y avait quand même des taux relativement élevés. Donc là, on est typique dans des opérations donc, de sources thermiques, sources polluantes. Donc ce qui a été fait, je vais vous présenter deux installations qui ont été faites. Une installation, donc, c'est mettre des hottes de captage assez importantes. On a un débit de 50 000 m3, dimensionné donc à partir de ce qu'on avait vu précédemment. Il y a une autre solution qui est une solution qui est capotée avec capotage et aspiration, donc une solution qui est là, toute fermée. Le système n'est ouvert que lors de la manipulation du tonneau, donc le cintrage, et puis il est remis pendant toute la chauffe en circuit fermé. Et donc, je vais terminer par un exemple de ventilation générale qui concerne des espaces confinés. Et c'est un problème donc, qui est traité par deux collègues, là, Robert Braconnier et François-Xavier Keller, qui concerne le dégazage des conteneurs. Donc, la problématique est une problématique qui apparaît comme nouvelle en Europe, mais il y a pas mal de choses qui bougent actuellement. Dans les conteneurs, il y a une présence de gaz de fumigation, un certain nombre de gaz de fumigation résiduels, mais aussi des vapeurs dégagées par les marchandises, toluène, benzène, etc. Donc des marchandises, des chaussures, des meubles, etc. qui après être restés pendant plusieurs semaines sur les océans au soleil, voilà, des gaz, quoi. Et donc, il y a une exposition possible des personnels à l'ouverture, à la pénétration ou au dépotage des conteneurs. Donc, les personnes qui nous ont ramené cette problématique sont les dockers, les douaniers, qui sont les premières personnes en contact avec ces conteneurs. Et ensuite, évidemment, les manutentionnaires des plateformes logistiques des entreprises destinataires. Il y a un certain nombre de malaises, des gens qui perdent connaissance, etc., qui ont été mentionnés. Et donc là, je vais vous montrer simplement, donc d'une part des techniques de dégazage, plus des techniques d'évaluation de ces techniques de dégazage. Donc en utilisant deux outils, donc une intervention sur site en remplaçant les gaz réels par des gaz traceurs et de la simulation numérique parce que quand on fait certaines études paramétriques, c'est plus pratique. Voilà, donc les conteneurs étudiés, donc les plus fréquents sont 20 ou 40 pieds, volume 78 mètres cubes. Alors on avait fait 3 taux de remplissage. On a simulé aussi le remplissage par des cartons qui étaient complètement fermés, scellés. Et on a fait donc différents modes de dégazage. Donc je vous présenterai des résultats soit pour les containers entièrement vides ou pratiquement complètement remplis à 80%. Très souvent, ils sont pleins comme un œuf, les containers. Alors à l'intérieur, on a mis des points d'observation qui sont AS1, AS2, AS3. Donc en général, on remplit le container de gaz traceur qu'on homogénise. Il y a 3 points d'observation et alors suivant la technique de dégazage utilisée, on va suivre les décroissances de ces points S2, S3, concentration en traceur. 3 types de ventilation. Donc la première, c'est la ventilation naturelle par ouverture de la porte du container. C'est ce qui est pratiqué très souvent encore aujourd'hui. On ouvre les portes, on attend un certain temps, ça peut être une demi-heure et puis on rentre. Deuxième chose, ventilation mixte, c'est-à-dire qu'à ouverture des portes, on rajoute une introduction, une extraction d'air neuf mécanique à l'arrière du conteneur. Et ventilation fermée, là on travaille porte fermée et on introduit, on extrait de l'air par des ouïes ou par éventuellement un entrebâilleur qui est mis dans la porte. La variable qu'on suit, c'est ce que nous on a appelé temps de décontamination, c'est-à-dire l'intervalle de temps après lequel la concentration est réduite d'un facteur 10. Ça c'est la définition. Ce qu'on montre d'abord, c'est que, évidemment, le taux de remplissage a une influence très grande sur le dégazage. Si vous voyez la courbe bleue, là, donc qui est la plus lente, c'est le conteneur qui est le plus rempli, et donc il est de 40 pieds. S'il est vide, alors c'est la courbe bleue. Vous voyez que vous avez une forte influence du taux de remplissage, et évidemment de la taille. 40 pieds, 20 pieds, en ventilation naturelle. Alors, en ventilation naturelle toujours, au plus la vitesse du vent sera importante, au plus la vitesse de dégazage sera importante. Mais ce qui est le plus important, c'est la direction du vent. Donc on voit que suivant la direction du vent, on a un dégazage qui est plus ou moins rapide. Bon, ça peut s'expliquer par une étude de la répartition des flux d'air autour du conteneur, je n'entre pas dans ce détail. Donc maintenant, ventilation mixte. Ventilation mixte, ça veut dire qu'on a rajouté, donc voilà la situation. Donc on avait ici les portes ouvertes, éventuellement ouvertes.
On a un trou là, on a rajouté un ventilateur qui permet soit d'extraire, soit de souffler. On voulait tester les deux techniques. Et on a aussi le cas où la porte est fermée et puis on a des ouïes là qui sont soit deux situées en haut, soit deux situées en bas pour voir l'influence sur le dégazage. Clairement, la ventilation mixte améliore les choses. On peut réduire de plusieurs facteurs, on va dire entre 3 et 4, le temps de dégazage si on a une ventilation mixte. Et la ventilation mixte qui marche le mieux, c'est quand on aspire à l'arrière plutôt que souffler. Et puis porte fermée. Bon, alors l'intérêt de porte fermée, c'est qu'on travaille en circuit fermé, et donc on n'est pas nécessairement, si on est dans les plateformes logistiques, on ne pollue pas l'ensemble. Donc là, on a testé un certain nombre de configurations. Donc tout ça, c'est de l'espace confiné. Donc, soit on est en soufflage par le haut, et donc forcément aspiration soit là, soit en haut, soit en bas, ou l'inverse. Et il y a aussi l'entrebâilleur là, avec qui est un matériel existant sur le marché, avec soufflage et aspiration. Alors quelle est la stratégie la plus intéressante? C'est en fait le soufflage par le haut. Parce que très souvent, même si les containers sont pleins comme un œuf, en général, tout en haut, ils sont libres. Et donc, si vous introduisez un jet d'air qui souffle vers le haut, vous introduisez des vitesses d'air beaucoup plus importantes sur une longueur beaucoup plus importante. Ce qui va produire après un mélange plus efficace dans le container. Voilà, je vous remercie.